heureuse de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, bonsoir. Voici les grandes articulations de ce numéro de votre magazine Agromag. Vous avez envie d'être un éleveur d'agoutis ou vous l'êtes déjà? Il y a quelques règles en matière d'alimentation de ces animaux à respecter. À travers la rubrique En réponse à vos questions, vous saurez désormais comment vous y prendre pour élever les olacodes. Les changements climatiques ne manquent pas d'avoir des répercussions négatives. Ainsi, pour permettre aux populations de mieux s'adapter, le gouvernement, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a exécuté un projet dénommé SAP. Les détails à suivre dans cette émission. La non-maîtrise de l'eau par les populations de l'Atakora et la Donga ne les empêche pas de s'adonner à l'agriculture. Comment cela est-il possible? Élément de réponse dans un instant. L'alimentation des diabétiques, dit-on, est délicate car ces derniers doivent beaucoup plus faire attention à ce qu'ils mangent. Dans la rubrique Manger pour vivre, vous aurez droit à des conseils de spécialistes sur l'alimentation d'un diabétique. Vous êtes un éleveur d'olacode, communément appelé agouti. Vous ambitionnez de l'être. Il s'agit d'une activité rentable, mais pour en tirer profit, il faut une bonne connaissance de ces animaux. Ce reportage qui vient vous renseigne davantage sur l'alimentation de ces animaux. Suivons ensemble. Le grand olacode, communément appelé agouti en Afrique de l'Ouest, est un rongeur sauvage en voie de domestication. Sa viande est bien appréciée un peu partout en Afrique. Dans certaines régions, la pression démographique et la chasse ont fortement diminué sa population sauvage. Pour continuer à avoir une bonne viande, son élevage est devenu essentiel. L'élevage d'olacode permet aux producteurs d'augmenter leurs revenus et de répondre à la demande de sa viande sans mettre l'espèce en danger. Écoutons Marc, éleveur d'olacode au sud du Bénin depuis 10 ans. Voilà, l'élevage de l'olacode, il faut le faire parce que c'est un élevage qui ne nous demande pas assez de dépenses quand la construction est faite déjà. Pour réussir un élevage d'olacode, il faut respecter l'habitat, le suivi et une bonne alimentation. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment alimenter les olacodes en élevage. L'olacode mange essentiellement le fourrage frais. Il aime plusieurs variétés d'herbes pérennes ligneuses comme le panicum et le pennisetum, qu'on peut récolter à l'état sauvage mais aussi cultiver. Nous pouvons aussi servir des tiges de céréales ou d'arachides et des feuilles de palmier. Il y a le panicum, exemple, vous voyez, nous sommes dans un champ de panicum. Le panicum se trouve un peu partout. Certaines précautions sont à prendre lors de la récolte du fourrage. Si possible, on évite de chercher le fourrage le matin, mais plutôt dans l'après-midi, parce qu'avec la rosée, il y a certains parasites sur le fourrage. Quand le soleil monte, ces parasites disparaissent. Vers 15 heures, nous allons chercher le fourrage, la rosée ayant déjà disparu et les parasites aussi. Étendez le fourrage à l'intérieur du bâtiment avant de le servir aux animaux le lendemain. Ceci nous permet d'éviter des maladies comme la diarrhée, causées par les parasites présents sur des feuilles mouillées par la rosée ou la pluie. Aussi, cela permet au fourrage de perdre un peu d'eau, ce qui évite les ballonnements du ventre. Choisissez uniquement le fourrage mature qui contient assez de fibres. On reconnaît par exemple le panicum mature par sa floraison et ses feuilles bien développées. Pierre nous explique une autre façon de juger la maturité du panicum.
Les fourrages que nous cherchons diffèrent en qualité. Si tu récoltes ce qui est trop jeune, ça peut rendre tes animaux malades. Si tu récoltes du panicum, il faut qu'il soit déjà en fleurs. Et si quand tu coupes la tige, tu vois un trou à l'intérieur, tu es sûr que c'est bien mature. Le pennisetum, par contre, est bon pour l'usage quand la tige est visible. Enlevez les feuilles mortes et servez la tige et les feuilles terminales. Chaque matin, nettoyez bien les enclos pour enlever les aliments non consommés de la veille, puis donnez une quantité généreuse de fourrage. Redonnez encore du fourrage tard le soir. Je sers le fourrage tôt le matin, puis le manioc à midi. Dans l'après-midi, je donne encore du fourrage ou des tiges de manioc. Vous pouvez ajouter des morceaux de fruits verts, de papaye et de mangue à leur alimentation. Mais évitez de donner des fruits trop mûrs à cause des risques de diarrhée et de ballonnement du ventre. Nous pouvons aussi donner des rhizomes d'imperata ou des tiges fraîches de canne à sucre ou de manioc, aussi bien que des tubercules comme les ignames et le manioc, coupés en morceaux. Certains producteurs épluchent le manioc avant de le servir. J'ai vu que les olacodes à l'état sauvage enlèvent la peau du manioc avant de le manger. C'est pour ça que moi aussi, je le fais avant de le servir. Faites attention en ce qui concerne le manioc, parce que les variétés amères sont toxiques. Il y a 5 ou 6 variétés de manioc, dont 2 sont amères. Il y a une variété à tige rouge qui est amère et qui contient un jus mauvais. N'importe quel animal qui la consomme va mourir, même les bœufs. Ne donnez pas trop de tubercules aux individus reproducteurs, car si on les engraisse trop, ils ont des difficultés à se reproduire. Limitez la canne à sucre à tout moment, parce qu'elle peut causer des caries dentaires. Les dents d'un holacode continuent à pousser durant toute sa vie. Si elles deviennent trop longues, l'animal aura du mal à se nourrir. Pour éviter ceci, il faut placer une limoire, comme du bois dur ou un mangeoire en béton, dans son enclos. En plus du fourrage et des compléments alimentaires naturels, vous pouvez servir de la provende. Celle-ci peut être achetée ou préparée chez soi en mélangeant du maïs en grains, des tourteaux d'hiver, du son de blé, des coquilles écrasées et du sel. Je vends les amandes palmistes aux acheteurs qui en extraient l'huile. Nous rachetons ces tourteaux palmistes pour les mélanger à d'autres matières que nous servons aux animaux. La provende permet d'avoir des petits qui sont plus vigoureux à la naissance. Elle améliore aussi la croissance et la santé des animaux. Mélangez la provende aux morceaux de tubercules ou de fruits verts avec un peu d'eau, car c'est plus facile à manger. Si la provende est servie en farine, elle peut entraîner des problèmes respiratoires. Et n'oubliez pas, comme tous les animaux en enclos, les holacodes aiment avoir de l'eau. Dans cette vidéo, nous avons vu que l'élevage d'holacodes s'avère une activité qui peut contribuer à augmenter vos revenus. Pour assurer une bonne croissance des holacodes, chaque matin et soir, servez du fourrage récolté la veille. En mi-journée, fournissez des compléments comme des fruits verts, des tubercules et des tiges fraîches. Évitez le fourrage non mature, l'excès de canne à sucre et surtout, faites attention à ne pas servir du manioc amer qui est toxique. Pour augmenter la production, mélangez de la provende et d'autres compléments avec un peu d'eau. En respectant une bonne alimentation, vous pouvez assurer la bonne santé de vos animaux ainsi qu'un élevage plus productif et rentable. Je suis allé à Cotonou pour conduire le taxi-moto, mais les choses n'allaient pas bien, donc je suis retourné. Je dirais aux jeunes partis en ville de retourner.
car il y a de la richesse dans notre village. Il y a beaucoup de travail. En prenant l'élevage comme celui que je fais, on peut avoir une vie aisée. Mon frère, toi qui viens de subir cette perte. Mais c'est une perte énorme. Écoute-moi, as-tu au moins souscrit à l'assurance multirisque récolte de l'AMAB? Oh, mon grenier est en train de brûler, tu ne peux pas dire AMAB. Ah, il ne faut pas chercher loin, mon frère. Si au moins tu avais souscrit à l'assurance multirisque récolte de l'AMAB, mais tu aurais été dédommagé, et cela très rapidement par l'AMAB. C'est quoi l'AMAB? C'est Assurance Mutuelle Agricole du Bénin. Je te dis, ils ont beaucoup de produits. Assurance multirisque récolte. Assurance mortalité de bétail. Assurance individuelle accident. Assurance automobile. Assurance hospitalisation maladie. C'est beaucoup. Assurance multirisque entrepôt agricole. Il y a quelque chose comme ça dans ce pays pour faire le bonheur des paysans. Moi, je ne savais pas que vous ne saviez pas. Eh oui, chez exploitants agricoles et éleveurs, ne vous faites plus de soucis. Pour vous mettre à l'abri des différents risques que vous côtoyez tous les jours, souscrivez aux différents produits de l'AMAB. Contact 21 30 11 38 ou le 94 07 04 06. AMAB, ce qu'il fallait au monde agricole. Le climat change et cela ne manque pas d'avoir des répercussions négatives sur les différentes activités et même sur la vie humaine. Pour aider les populations à mieux s'y adapter, il est donc nécessaire de les avertir des différentes perturbations auxquelles elles seront confrontées, d'où la mise en place par le gouvernement, appuyé par le PNUD, d'un projet dénommé SAP, entendez Système d'alerte précoce. Plus de précisions avec le coordonnateur du dit projet. Lorsque des populations exposées à un certain risque sont prévenues de l'imminence du danger, ils ont la possibilité de prendre des dispositions pour amoindrir les dégâts et pour pouvoir éviter le pire. L'exemple a été donné en septembre 2013 lorsqu'il y a eu des inondations à Malanville et Karimama, où l'alerte a été donnée par la Direction générale de l'eau 5 jours avant la catastrophe. Cela a permis, à travers les dispositions prises par l'Agence nationale de protection civile qui relève du ministère de l'Intérieur, cela a permis aux maires des différentes communes de faire en sorte que les populations les plus exposées puissent être évacuées avant le début du sinistre. Si bien que cette catastrophe a été gérée avec 0 mort à la clé, contrairement aux autres catastrophes d'inondation qu'on a accueillies en 2010, près de 47 morts, en 2012, toujours à Malanville et Karimama par exemple, avec plus de 5 morts. Il faut dire que en termes général, en dehors des alertes sur les extrêmes hydrométéorologiques, toute information sur le climat apportée à la population lui permet de s'adapter à la situation à vivre. S'adapter signifie adapter les conditions humaines, les habitations, mais adapter également les systèmes de production, notamment agricoles. Les éleveurs sauront quelles sont les précautions à prendre autour de leurs troupeaux pour que le pire soit évité. Donc, dans cela réside un bénéfice important pour la population, qui est qu'ils seront moins surpris par des dangers qui leur entraîneront des pertes et dommages, et donc du coup, ils auront la possibilité alors de disposer de leurs biens malgré une catastrophe qui est passée. Le système d'alerte précoce en lui-même repose sur 3 phases. La première phase, c'est la collecte de la donnée hydrométéorologique à travers un réseau de stations hydrologiques, météorologiques et océanographiques disséminées sur l'ensemble du territoire national. La deuxième phase, c'est le regroupement, la transmission de toutes ces données-là à un centre unique de traitement et de prévision qui, à travers l'exploitation de ces données, va produire un certain nombre d'éléments, des cartes, des courbes, des graphiques, et les spécialistes pourront analyser pour vite détecter les situations de crise qui s'annoncent pour pouvoir donner l'alerte au gouvernement et à la population. Voilà donc les 3 phases du système d'alerte. Pour l'information des populations, il y a un circuit de transmission de l'information qui a déjà été testé en 2013.
la lettre part de la structure émettrice qui est par exemple la Direction générale de l'eau ou bien la Direction de la météorologie nationale ou le Centre océanographique national. Cette information est communiquée directement à l'Agence nationale de protection civile qui rend immédiatement compte aux ministres concernés et au gouvernement et au même moment saisit les préfets et les maires. Et cette information donc se retrouve le même jour au niveau local. Les maires ont à activer un réseau de transmission de cette information aux populations. Ça passe par les arrondissements, les chefs de village et même les crieurs publics. Mais également, l'Agence nationale de protection civile et les maires peuvent aussi exploiter le canal des radios communautaires et de toute la presse nationale et étrangère pour que l'information soit la plus largement partagée possible avant le début de la catastrophe. Dans l'Atakora et la Donga, la gestion de l'eau à des fins agricoles est certes difficile. Malgré cela, le maraîchage est une activité génératrice de revenus qui peut bien nourrir son homme. Suivons cet élément. Dans l'Atakora Donga, Ouassap est encore reconnu quand même comme une commune qui quand même se débrouille en matière de maraîchage. Nous produisons beaucoup plus la pomme de terre, l'oignon, le piment, la tomate, le chou. On se débrouille de 1000 manières. Une des manières, c'est on s'approche des rivières où on glane le peu d'eau qui reste là. L'autre manière, il y a quelques partenaires qui nous ont aidés à trouver quelques puits à grand diamètre. Et la troisième manière pour nous, c'est les puits tubés. On a quelques puits tubés qui ne répondent pas dans tous les bas-fonds de l'Atakora Donga en général et les bas-fonds de Peonko en particulier. Donc les puits tubés ont leurs limites. Parfois on les réalise, il y a de l'eau à une période donnée et l'autre période qui prend disons de mars à fin avril, il y a beaucoup de puits tubés qui lâchent parce que la quantité d'eau ne suffit plus. Les autorités, comme on le constate de façon générale, au Bénin, si je peux oser le dire ainsi, le coton est beaucoup plus l'enfant chéri des autorités. Tout ce qui reste comme vivrier et particulièrement le maraîchage, bon, c'est l'enfant oublié des autorités. Et chaque jour que Dieu fait, on se bat quand même, on leur apporte l'information au niveau où on peut, mais jusqu'ici, ça ne prend pas comme on l'aurait souhaité. Moi, de façon personnelle, moi, je ne vis que du maraîchage. Et je pense que tous ceux qui me connaissent savent que je vis quand même comme un citoyen moyen. Donc si les autorités nous écoutaient, qu'ils nous donnaient des moyens pour maîtriser l'eau, et qu'on a beaucoup plus de gens moyens comme moi, je pense que les autorités auraient moins de problèmes, parce qu'il y aura moins de chômeurs, et l'exode rural aussi, il en aurait moins. Mon exploitation fait au moins 7 hectares. Et c'est parce que j'ai des difficultés pour la maîtrise de l'eau que je me suis limité aux 7 hectares. Sinon, j'ai les capacités de faire plus. Je fais plus la pomme de terre et l'oignon. Donc c'est ça qui occupe 80% de mon exploitation. Et je pense qu'en termes de revenus, je suis au moins à 8 millions par campagne. C'est le minimum que j'arrive à tirer. 2 campagnes. Il y a la première campagne où je fais la pomme de terre et l'oignon. La deuxième campagne où je fais le piment et les choux. Le seul maigre espoir qu'on a pour le moment, c'est avec le partenaire ADF, qui quand même est notre partenaire avec qui on est en train de lutter pour avoir un peu de la technologie améliorée en matière de maîtrise d'eau, qui ne couvre que 2 sites. Et la FAFA aussi, qui est aussi un des partenaires, qui se débrouille pas mal dans ce domaine, mais on n'a pas encore la matière qu'il faut pour dire qu'on a vraiment, on est en train de maîtriser l'eau de façon permanente. Agromag, l'agriculture est la base de l'économie béninoise. Elle est une composante essentielle du monde rural et son avenir repose sur le dynamisme des différents acteurs, notamment les producteurs, les transformateurs, les commerçants, les institutions de financement, les structures d'encadrement et de recherche.
Chers annonceurs, vous avez envie de donner de la visibilité à vos produits, services ou institutions à travers cette émission? N'hésitez plus. Contactez le service d'appui en communication pour l'alimentation et l'agriculture au 66 42 38 67. Agromag, le grain de sel qui manquait à la sauce. Vous avez des parents diabétiques, vous vous demandez ce qu'ils doivent manger. Du coup, leur alimentation devient un peu délicate. Voici quelques conseils de spécialistes utiles à toute personne diabétique. L'alimentation est un volet à part entière du traitement du diabète. C'est même le premier volet de prise en charge du diabète. Un diabétique peut arriver à bien contrôler sa maladie rien qu'avec un régime alimentaire. Cela dépend du stade d'évolution de sa maladie. L'alimentation a pour objectif, chez le diabétique, l'amélioration de sa qualité de vie, de son état nutritionnel et de sa santé physiologique. Ça participe aussi à la prévention et au traitement des complications du diabète à court et à long terme. Il faut dire que chez le diabétique, il doit observer la régularité des repas et l'espacement des repas. Qu'est-ce que nous disons par là? Le diabétique doit manger les 3 repas principaux de la journée et 2 à 3 collations si besoin. Et entre un repas et une collation, il doit avoir au moins 2 heures de temps. Cela l'aide à bien contrôler sa glycémie. Si le diabétique peut arriver à préférer les aliments à index glycémique moyen ou bas, cela l'aide aussi à mieux contrôler sa glycémie et à éviter aussi les épisodes d'hypoglycémie. Lorsque la maladie est au début, rien qu'avec un régime alimentaire, il peut arriver à contrôler sa glycémie sans prendre un médicament. C'est lorsqu'il est à un stade plus évolué qu'il peut associer le traitement médical à son régime alimentaire avant de pouvoir bien contrôler sa glycémie. Je disais que si le diabétique peut préférer les aliments à index glycémique moyen ou bas aux aliments à index glycémique élevé, ça l'aide aussi à mieux contrôler sa glycémie. Quels sont les aliments que nous qualifions d'aliments à index glycémique bas ou moyen? C'est les féculents, les légumineuses plutôt, le lait, les produits laitiers, les céréales à grains entiers. C'est ça que nous classons dans le groupe des aliments à index glycémique bas ou moyen. Même la pomme de terre, lorsque la pomme de terre est cuite à vapeur, c'est classé parmi les aliments à index glycémique moyen. Mais quand la pomme de terre est frite, c'est classé parmi les aliments à index glycémique élevé. Il y a aussi la carotte. Lorsque la carotte est bouillie, c'est classé parmi les aliments à index glycémique élevé, alors que lorsque la carotte est prise crue, c'est classé parmi les aliments à index glycémique moyen. Chez le diabétique, il n'y a pas un régime standard pour les diabétiques. L'approche utilisée pour un diabétique doit être individualisée. C'est-à-dire que ça doit être adapté au mode de vie du diabétique pour que cela le soit facile à observer. Il n'y a pas d'interdit alimentaire pour les diabétiques. Les diabétiques peuvent manger tous les aliments, sauf en cas d'intolérance. Le régime du diabétique concerne seulement la quantité. Nous disons aussi que le diabétique ne doit pas grignoter. Le grignotage est proscrit chez le diabétique. Pourquoi? Parce que le grignotage est impliqué dans la prise du poids, alors que la prise du poids augmente l'insulinorésistance chez le diabétique. Donc, le diabétique peut tout manger et le diabétique doit manger beaucoup de légumes. Quand le diabétique mange beaucoup de légumes, cela lui évite de manger beaucoup de glucides à la fois
d'être bien rassasié, mais de profiter également des vitamines et minéraux des légumes. Voilà. Et le diabétique doit toujours associer l'activité physique à son alimentation. Faire au moins 30 minutes de marche rapide par jour et au moins 5 jours de la semaine. Le grignotage, c'est-à-dire qu'on trouve toujours quelque chose à manger n'importe quand. On a toujours des biscuits, des chips ou des pâtisseries dans la poche qu'on mange tout le temps. On croit qu'on n'est pas en train de manger, mais au fur et à mesure qu'on prend ces petits trucs un peu, ça participe plutôt aux prises de poids. Et la prise de poids n'est pas indiquée, n'est pas bon pour n'importe qui veut vivre en bonne santé. Même si nous ne sommes pas malades, nous avons besoin de bien manger. Il y a Feuerbach qui disait que l'homme est ce qu'il mange. Nous sommes donc ce que nous mangeons. Et Hippocrate, lui, disait que ta nourriture soit ton premier médicament. Et moi, j'ajouterais que le premier médicament que Dieu nous a offert, c'est l'aliment. Avis donc aux diabétiques. Ainsi se referme cette émission. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Excellente soirée à toutes et à tous.